Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Processus de paix. 2 ans après la signature de l'accord, la mission de l'ONU au Mali demande l'accélération de sa mise en œuvre. La semaine dernière, le Conseil de sécurité a adopté un régime de sanctions contre ceux qui entraveront le processus de mise en œuvre de l'accord. Au même moment, la CMA et la plateforme ont renouvelé la trêve de cessation des hostilités. À quel niveau se trouve aujourd'hui le processus de paix? L'accord d'Alger est-il toujours dans l'impasse comme l'a déclaré le représentant spécial de l'ONU il y a quelques semaines? Qu'est-ce qui peut accélérer le processus? Nos invités, Serge Daniel, journaliste et écrivain, Sbeiti Ag Akado du Forum des organisations de la société civile, Mamadou Diouara, sociologue, et Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat. Il est au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré. Le grand dialogue. La 20e réunion du comité de suivi de l'accord s'est tenue cette semaine à Bamako. Lors de cette rencontre, les parties ont salué l'adoption du régime de sanctions par le Conseil de sécurité de l'ONU. Toutefois, pour la mission onusienne au Mali, il faut aller vite. Nous allons écouter Koen Davids, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU au Mali. Maintenant, il faut avancer rapidement avec la mise en œuvre, avec les patrouilles mixtes, avec les autorités intérimaires, avec l'intégration, avec le cantonnement. Heureusement, le gouvernement et les mouvements signataires étaient très positifs et pour tout le pays. Je crois que c'était la décision la plus importante est de continuer avec la mise en œuvre de l'accord de paix et de faire un projet d'un chronogramme. Les parties sont déjà très prêts avec les mesures les plus importantes et je crois que ça c'est très important aussi pour montrer la bonne volonté parce qu'il y a une réunion importante à New York le 20 septembre. Le président Ibeka va être là, le secrétaire général de l'ONU Guterres va être là, l'Algérie va être là. Donc il est très important de montrer à la communauté internationale que toute la solidarité de la communauté internationale avec le Mali sert à accomplir la paix. Alors, chers invités, 20 réunions du comité de suivi de l'accord, des chronogrammes fixés et qui n'ont jamais été respectés par les parties prenantes selon certains observateurs. Le mécanisme opérationnel de coordination, les autorités intérimaires, le désarmement, démobilisation, réinsertion, tout évolue au ralenti selon certains spécialistes. Serge Daniel, qu'est-ce qui explique cette lenteur ? Moi, je pense que au bout de 2 ans, ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que l'accord de paix d'Alger est un peu le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire l'éternel recommencement. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier communiqué de la 20e rencontre. Réunion, tout à fait. Il est dit dans le communiqué que la question du financement du comité de suivi de l'accord est posée. C'est-à-dire que 2 ans après la signature de l'accord, on n'a même pas résolu la question du financement du comité de suivi de l'accord. Il y a un problème. Et ça veut dire qu'on a un accord aujourd'hui qui n'est pas forcément adapté au terrain, qu'il faut réadapter. C'est vrai qu'il n'y a plus de bagarre sur le terrain entre forces gouvernementales et groupes rebelles, mais c'est tout ce qu'on a obtenu. Certains diront c'est beaucoup. L'accord de paix d'Alger est en panne. Je ne suis pas le seul à le dire, le représentant spécial des Nations Unies, M. Nadif l'a dit récemment, vous l'avez indiqué. Je pense que les torts sont partagés. La communauté internationale a sa part de responsabilité, la plus importante de mon point de vue, parce que ce qui s'est passé rapidement, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, c'est que quand les forces françaises ont bouté hors des principales villes du nord du Mali les islamistes, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu faire la transition nécessaire entre d'une part les forces qui étaient sur place et ce qui va devenir Barkhane par la suite. Puisque Barkhane était plutôt métastasé dans tout le Sahel, on n'a pas eu les forces nécessaires pour faire la part des choses. La communauté internationale s'est trompée parce qu'on pensait que c'était une interposition entre 2 forces, c'est-à-dire les groupes armés, et le Sud, c'est-à-dire l'armée malienne. Or, entre les deux, il y avait les islamistes, on n'a pas réglé ce problème-là. Ensuite, vous avez une part de responsabilité de la part du gouvernement malien, c'est-à-dire en termes de leadership. Je ne vais pas rappeler les erreurs qui ont été commises, par exemple, vous vous souvenez du forum de Kidal. L'idée, c'était de donner 300 millions que l'État malien a donné à des groupes armés, en disant, bon, on va faire un forum sur l'éducation à Kidal, et l'armée, l'administration va se réinstaller. Non, ça a échoué. Les groupes armés ont leur part de responsabilité. Donc, responsabilité partagée dans une situation qui, permettez-moi de le répéter,
où l'accord de paix est aujourd'hui en panne en République du Mali. Mamadou Diawara, comment peut-on expliquer ce problème par rapport au financement du comité de suivi de l'accord? Bon, merci déjà. Je pense que la question que Serge Daniel vient de soulever est très explicite. On ne peut pas, à 2 ans de la signature de l'accord, 2 ans après la signature de l'accord, se retrouver encore à se poser des questions sur comment financer le comité de suivi. C'est tout simplement, excusez-moi l'expression, ridicule, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais il y a, à mon avis, plusieurs facteurs qui justifient le retard dans la mise en œuvre de l'accord. On a pris les choses du mauvais bord. Normalement, après la signature de l'accord, immédiatement, il y avait des mesures urgentes qui devaient être prises pour permettre le retour de la confiance et faciliter la marche commune vers la paix. Et dans ces mesures urgentes, très peu de choses ont été faites. Et par exemple, on devait, après la signature de l'accord, déjà accélérer la mise en place du mécanisme opérationnel de coordination. Les groupes armés n'ont pas donné la liste de leurs combattants, la liste de leurs armes, d'une part. Tous les éléments qui devraient servir normalement à préparer ce processus n'ont pas été mobilisés à temps pour que ça puisse se faire. On a essayé rapidement d'aller, l'État a accéléré la création des organes, mais dans tous les organes qui ont été créés par décret et pour lesquels l'État a désigné ses représentants, les groupes armés ont pris énormément de temps à désigner leurs membres, ce qui a ralenti la mise en place du MOC, donc les patrouilles mixtes, donc la sécurisation des sites de cantonnement. Déjà, leur aménagement a pris du temps, mais la sécurisation des sites de cantonnement, en conséquence, le processus global de DDR, sans lequel il n'y a pas de reconstitution. Alors que le problème qu'il y a, c'est que l'accord dit que ce sont les forces armées reconstituées qui doivent être redéployées. Ces forces armées, pour être reconstituées, il faudrait qu'il y ait eu déjà le processus de cantonnement, intégration DDR, qui malheureusement jusqu'à présent se retrouve enlisé. Donc ça, c'est un facteur extrêmement important, à mon avis, qui a fait que l'accord a été, sa mise en œuvre a pris énormément de temps. Et ça a été un problème. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui viennent. D'autres facteurs qui viennent. On va en venir Sbeïté Akardo, en tant que société civile, vous, que pensez-vous de ces différents blocages qui se trouvent jusqu'au niveau du comité de suivi de l'accord? Merci de nous avoir reçus par rapport à cette question-là. Nous sommes de la société civile qui nous sommes restés constants dans notre analyse. Et dès le départ, nous avons dit que cet accord n'est pas fait pour ramener la paix. Il n'est pas fait pour être appliqué dans ce pays-là. Pour la simple raison que les Maliens ont croisé les bras pendant 2 années et demie. On ne dira pas quand même que ce sont les Maliens qui ont empêché à l'accord, n'est-ce pas, d'être appliqué. Nous les avons observés. On a protesté avant la signature de l'accord, contrairement au dire de certains de nos dirigeants qui disent qu'on a tous adhéré à l'accord. Ce n'est pas vrai, je le répète ici. Les Maliens n'ont jamais adhéré à cet accord-là. On nous l'a forcé. Certains Maliens. On nous l'a imposé. La majorité des Maliens n'ont pas adhéré. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas adhéré. On peut dire ce qu'on veut, mais on n'a pas adhéré. Et malgré cela, on ne s'est pas opposé. On a laissé faire. Mais malheureusement, on a vu que la situation s'est même empirée. Alors, qui bloque? Donc, ils vous l'ont dit, mes prédécesseurs l'ont dit, les acteurs autour de cet accord-là sont le principal blocage. Et ils ne feront... Le gouvernement, la SEMA, la plateforme, la communauté internationale surtout, parce que c'est eux qui nous ont porté cette camisole-là, c'est eux qui sont venus au secours des Maliens, et au lieu de faire ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire désarmer tout le monde, même l'armée malienne devrait être désarmée, à plus forte raison, les groupes armés. Au contraire, c'est l'armée qu'on a cantonnée et on a laissé les groupes armés évoluer comme si le terrain leur appartenait. Et tant qu'ils ne seront pas désarmés, nous n'avancerons pas. On va continuer à nous faire tourner parce que chacun grossit son compte en banque, chacun vise un intérêt particulier, que ce soit le gouvernement, que ce soit les groupes armés, que ce soit la France avec elle les autres, chacun a son agenda et ça marche. Et dans ces conditions,
La solution, encore une fois, c'est de revenir, de ramener on va parler la question de la solution aux Maliens. après. Maître Ben Mamata Touré, est-ce que vous partagez l'avis de M. Akado qui pense que ce sont les différentes parties elles-mêmes qui bloquent ce processus de paix, notamment la communauté internationale? Oui, bonsoir à tout le plateau. Je pense effectivement que les trois interventions convergent vers la même chose. Hein. Mais ce que je veux simplement ajouter, c'est que, comme Serge l'avait dit au début de ses propos, c'est que cet accord est parti simplement d'un mauvais diagnostic. On ne peut pas résoudre un problème sur la base d'un diagnostic qui est erroné. Donc le diagnostic de base étant erroné, toutes les stratégies déployées vont certainement être butées à des difficultés. Quand vous prenez le mode d'intervention après que les djihadistes aient été boutés, vous vous rendez compte simplement que le souhait, en tout cas de la communauté internationale, en tout cas de la France, n'était pas de ramener directement l'armée malienne à Kidal. À partir de là, chaque groupe armé est demeuré avec ses armes en main. Sur un territoire aussi vaste, quand il y a autant de drapeaux et de groupes armés, il va sans dire qu'on se trouve dans une position, dans une situation où il y a une balade des égaux. Et compte tenu des enjeux des uns et des autres également, on ne peut pas arriver à trouver un terrain d'entente en ce qui concerne le domaine sécuritaire. Le premier problème dans cette affaire-là, c'est qu'on a un contexte sécuritaire et un cadre politique. Ce cadre politique ne peut être mis en œuvre que lorsqu'on a un contexte sécuritaire qui est favorable. Et ce contexte sécuritaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est le suivant. Chacun a une arme, chacun a des positions, chacun également défend un territoire, et nous sommes tombés dans un schéma où le nord du Mali est devenu pratiquement une zone où il y a une forme de partage ethno-territorial. Chaque ethnie ou chaque sous-groupe ou chaque groupe armé également constitue également sa petite milice et essaie de veiller sur une population qu'elle s'est dit, une population qu'elle prétend représenter ou défendre. Donc moi je pense que même quand on regarde la composition du comité de suivi de l'accord, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de problèmes depuis le début, et ces problèmes également aussi ont leur base dans l'accord, notamment le fait qu'on a eu la signature en 2 temps, et ça a posé un problème d'interprétation, parce que l'accord dit les parties prenantes, et ceux qui ont signé le 15 mai et le 20 juin, il y avait eu un problème entre eux. On avait essayé d'exclure certains groupes armés déjà dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, et on retrouve également ces schémas, en tout cas de ces tentatives d'exclusion de groupes, de positionnement comme étant les représentants légitimes des populations du Nord. Donc dans un contexte aussi flou et aussi désordonné, la meilleure des choses simplement c'est de réinstaller l'armée malienne là où elle doit être, une armée recomposée et redéployée. Ça, c'est vraiment une erreur, moi, je pense. On installe l'armée malienne, après, on réintègre les gens. Une armée recomposée et redéployée, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des questions de représentativité ethnique, il y a des questions de rapport de force. Et tant qu'on restera dans cette vision des choses, on n'avancera pas. Moi, je pense personnellement que cet accord n'est pas applicable et sa mise en œuvre va être une succession d'événements de ce genre. Et je pense qu'il y a... L'accord n'est pas applicable. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut un autre accord ? Non, moi je pense que dans le communiqué également qui est sorti à la suite de la dernière rencontre de la 20e session là, si vous lisez une partie du communiqué, on dit simplement qu'on est dans une phase de trêve avant d'arriver à un accord définitif et global. Donc ça veut dire... Ça c'est par rapport à la trêve qui concerne les 2 groupes armés, la CMA et la plateforme. Ça parle de tout l'accord en un mot, parce que l'accord définitif et global concerne non seulement l'entente sur tout ce qui est relatif à la mise en œuvre des mesures préconisées dans l'accord, mais également surtout la gestion du contexte sécuritaire. Le comité en charge simplement de la réforme du secteur de la sécurité. Donc ça, c'est des questions également qui ne sont pas encore résolues. Donc tant qu'on n'est pas arrivé maintenant à trouver une solution sur le plan sécuritaire qui passe par la mesure la plus simple, c'est-à-dire désarmer ces groupes armés, on ne parviendra à rien. Et moi, je pense que la communauté internationale est suffisamment puissante pour imposer quand même le désarmement des groupes armés. Et j'ai du mal à comprendre qu'on soit en face des groupes armés et que le Mali soit un État normalement constitué et qu'on est dans une situation où il n'y avait pas d'école, il y a beaucoup de services sociaux de base qui ne sont pas là, et qu'on s'intéresse plus à préserver les groupes armés armes à la main plutôt qu'à s'inquiéter de l'absence de l'État ainsi que des services sociaux de base. D'accord, monsieur
M. Touré. Alors, M. Serge Daniel, vous partagez son avis par rapport au fait qu'il y a eu un mauvais diagnostic au début. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec M. Touré que cet accord n'est pas applicable? Il est difficilement applicable parce que même si vous prenez le chronogramme d'application de l'accord, on est vraiment en retard. Le président de la République l'a dit la dernière fois, lui-même, il a reconnu dans un discours solennel. C'est évident qu'on ne peut pas, de mon point de vue, appliquer cet accord pour avoir une paix définitive au nord du Mali. L'accord était parfait, c'est un pneu crevé, hein, si je veux être gentil, je peux dire un pneu dégonflé, mais en fait il est plutôt crevé. Il faut d'abord le scotcher, il faut réparer le pneu, ensuite le gonfler, et c'est quand même plutôt difficile. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu la réunification d'un pays par le dialogue. Il y a eu 2 cas dans l'histoire de l'humanité. Vous avez une réunification par la guerre, c'est le cas du Vietnam, ou par l'effondrement, c'est-à-dire le mur de Berlin. Vous vous souvenez, un jour, il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, et voilà. Dans le nord du Mali, je suis persuadé que c'est par la gouvernance qu'on va avoir la paix. C'est par la gouvernance qu'on va avoir la paix. Il faut que très rapidement les acteurs de l'accord de paix d'Alger se réunissent et fassent vraiment le point de l'évolution. Il y a 1 an déjà, j'ai assisté. Est-ce que c'est pas à quoi c'est l'objectif du comité de suivi de l'accord? L'erreur du comité de suivi, c'est d'avoir mis à la tête de ce comité de suivi l'Algérie. À partir du moment où c'est l'Algérie qui a abrité les discussions, les négociations, il fallait peut-être mettre l'ONU ou il fallait peut-être laisser les Maliens entre eux-mêmes discuter de leurs problèmes. Je reviens d'un voyage en Mauritanie. C'était très important pour moi, chaque fois que je voyage, d'interroger les intellectuels des pays que je fréquente pour savoir ce qu'ils pensent de la situation au Mali. Et des intellectuels à une soirée, mauritaniens, m'ont dit « Nous sommes persuadés que si le Mali veut vraiment s'en sortir, ce sont d'abord les Maliens qui vont discuter entre eux-mêmes. Si les Maliens sont assis et qu'il n'y ait pas trop d'interférences, peut-être qu'ils vont s'asseoir, peut-être qu'ils vont se comprendre. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas de honte. C'est-à-dire que c'est une session du comité de suivi de l'accord d'Alger pour rien qui s'est tenu récemment. Je ne sais pas si vous avez bien lu le communiqué. C'est-à-dire qu'on en est encore aux questions du financement du comité de suivi d'accord de paix d'Alger, puisque vous avez des groupes qui ont boycotté les réunions parce que, pour des histoires rien que de perdième, je ne sais pas si vous voulez, dans une république. Mais vous avez parlé de l'Algérie tout de suite. Oui. Que reprochez-vous à l'Algérie? Moi, je n'ai pas de reproche, mais je trouve que l'Algérie ne mène pas bien la baraque. C'est-à-dire? La baraque, c'est-à-dire que ça n'avance pas. Si ça n'avance pas, il faut changer de système. Il faut changer de système. Si on n'a pas cette réunion à Alger ou à Paris, si on n'a pas cette réunion où on se parle franchement en disant ça va jamais avancer, nous nous trompons. Regardez le MOC, on a eu un embryon du MOC, des patrouilles mixtes à Gao, il y a eu plus des dizaines de morts. On n'a pas eu le MOC à Kidal depuis, on n'a pas eu le MOC à Tombouctou. Le gouverneur de région est parti symboliquement de là-bas, mais les choses n'avanceront pas. On fera du surplace, c'est-à-dire que dans 10 ans, si on ne fait pas attention, on sera au même point de départ. Ça me rappelle rapidement une histoire dans le Nord. À l'époque, il n'y avait pas encore la crise. On se baladait, il y avait un vent de tempête, une tempête énorme. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre véhicule, on a continué dans la tempête, et à la fin de la tempête, on est revenu au point de départ. Est-ce que vous voyez? Voilà un peu ce que c'est que l'accord de paix d'Alger pour moi. Il faut situer les responsabilités partagées, et ensuite décider d'aller de l'avant. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, justement, en fait, je suis d'accord sur certains points et pas vraiment d'accord sur d'autres points. D'abord, je pense qu'il faut relativiser. Quand l'autre dit, Maître dit tout à l'heure que l'accord n'est pas applicable, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que cet accord est applicable. Je pense que cet accord peut nous sortir de la situation, mais... Comment? Il y a des conditions pour y arriver. Pour le moment, on n'a pas pris la bonne voie, malheureusement. Il y a plusieurs facteurs, comme je le disais dans ma première intervention, qui sont à prendre en compte. Parmi ces facteurs, l'un des éléments déterminants, c'est que pour qu'un processus de paix puisse aboutir, il est important d'avoir une constance au niveau des interlocuteurs. Il faut dire que de la signature de l'accord à maintenant, on est quand même à plusieurs gouvernements. À chaque fois qu'on change d'interlocuteur,
c'est quelque chose de significatif. C'est un coup important que ça apporte dans les rapports parce que c'est une question d'établissement et de renforcement de la confiance entre les interlocuteurs. Ça, c'est un élément qui est très important. Donc, je pense que c'est un facteur qui ralentit le processus de mise en œuvre de l'accord. Le deuxième élément, je suis d'accord avec Serge tout à l'heure quand il dit qu'il est difficile de réunifier un pays par la paix. Je suis totalement d'accord avec lui. L'armée malienne doit être renforcée, redéployée sur le terrain. Et on a eu suffisamment de temps pour que l'État puisse faire l'effort nécessaire à cet effet. L'accord prévoit le redéploiement de l'armée au nord. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'on a péché. L'État a voulu tout de suite, immédiatement, réoccuper le nord avec l'armée en grande pompe. Alors que l'État dont on a besoin au nord, dans les premiers moments du processus de paix, ce n'est pas cet État qui met l'armée en avant en grande pompe. C'est l'État avec les services sociaux de base, justement, comme on l'a dit. Et si on avait mis en place le mécanisme opérationnel de coordination à temps, avec des effectifs conséquents, de façon équitable, l'État aurait pu revenir en mettant le MOC en avant pour les patrouilles et en ayant des forces de sécurité, vraiment pour sécuriser les institutions, les établissements et faire en sorte que les services sociaux de base puissent être effectivement distribués aux populations. Donc c'est très important, c'est très capital. Vous parlez de retour de l'administration. On va écouter les groupes armés, notamment la CMA d'abord avec Agmoulaye par rapport à ce retour de l'administration au nord du Mali. Il y a de bonnes perspectives pour démarrer rapidement, aller rapidement avec les processus DDR. Le Conseil national de la RSS, les mouvements ont souhaité qu'il fonctionne rapidement, qu'il soit mis en œuvre rapidement pour qu'il puisse définir les critères d'intégration, les quotas et tout ça pour ne pas bloquer les processus. Les démarrages du MOC, cette question relève du chronogramme qui a été discuté avec le gouvernement. Toutes les parties sont d'accord sur les modalités de retour de l'administration à Kidal, sur les modalités aussi de l'installation du MOC. Je vous assure qu'il n'y a absolument aucun blocage à ce jour. Écoutons maintenant un responsable de la plateforme par rapport au retour toujours de l'administration. Nous n'avons jamais été aussi près du retour de l'administration à Kidal qu'aujourd'hui. Vous avez suivi avec nous que le gouverneur de Kidal a déjà fait un tour. Il a été bien accueilli à Kidal et par les responsables de la CEMA qui tiennent Kidal et par les populations de Kidal. Et nous entendons maintenant le faire retourner avec tous les services sociaux de base, avec toute l'administration qui l'accompagne. Étant bien entendu que le MOC dans sa composante FAMA, dans sa composante CEMA plateforme, va être aussi très bientôt fonctionnel à Kidal. Alors, Monsieur Sbeiti, les groupes armés semblent optimistes par rapport au retour de l'administration à Kidal, notamment la plateforme qui n'était pas d'accord au début, qui pensait que la CMA ne jouait pas réellement franc jeu. Écoutez, ces groupes armés nous ont habitués à des langages multiples. Malheureusement, nous sommes depuis 2 années et demie, n'est-ce pas? Il y a 2 années et demie qu'on a signé cet accord-là. Et ce sont, de mon point de vue, ces groupes armés qui continuent de jouer, n'est-ce pas, à la diversion. Tantôt ils sont optimistes, tantôt ils nous rassurent, mais nous, on est convaincus que le problème est mal posé et les responsables de ces groupes armés, je le dis à haute et intelligible voix, ne sont pas, d'une certaine manière, accepté et acceptable par les Maliens d'une manière générale. Ça aussi, c'est un problème. On a pris des gens, on les a mis dans des structures et tout le monde connaît qui sont ces gens-là et je vous assure que c'est ça aussi le point de blocage de l'accord. C'est que ce ne sont pas des gens qui sont acceptés par les Maliens, encore moins par les nordistes. Voilà le problème. Donc, ils vont dire ce qu'ils veulent, mais la pratique du terrain, elle est là. Nous qui sommes... nous qui sommes, n'est-ce pas, des régions du Nord, des villages du Nord, nous voyons comment ces gens-là, n'est-ce pas, abusent de nous, abusent des populations. Ce langage-là, nous ne pouvons pas croire à cela. Ils sont là-bas, l'armée n'est pas là-bas, l'administration n'est pas là-bas, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Demandez-leur qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils sont en train ils sont en train de rançonner, de racketter, n'est-ce pas, de piller les populations. Vous pensez que ça nous rassure? Ça ne nous inspire aucune confiance. Leur langage n'engage que nous. Ce qui est important pour nous, c'est de voir encore une fois la communauté internationale s'arrêter de
de s'entêter, n'est-ce pas, à imposer un accord qui n'est pas applicable. Pour revenir au terme de mon frère Douara, ce n'est pas applicable. C'est applicable par la force, d'accord, mais ce n'est pas applicable, la raison ne peut pas l'accepter. Mais est-ce que la communauté internationale a imposé cet accord? Elle l'a imposé. Comment? Elle l'a imposé parce qu'elle a eu le temps de voir ce qui se passe dans ce pays-là. Et elle sait que le problème du Mali n'est pas un problème entre Nord et Sud. Malheureusement, ils ont classé le problème sous cet angle-là. C'est comme si c'est le Nord qui est opposé au Sud. C'est les populations du Nord qui sont opposées au Sud. Quand vous allez regarder l'accord, vous verrez bien que c'est par rapport à cette vision-là qu'on a essayé de régler cet accord-là. Malheureusement, ce n'est pas cela. Maître Touré, est-ce que vous pensez que l'accord a été imposé par la communauté internationale comme le pense Beatty? En 30 secondes avant de suivre la deuxième partie. Mais bien sûr, l'accord a été imposé. Si vous regardez le mode même de négociation de cet accord, c'est entre le gouvernement, les groupes armés et le médiateur qui est l'Algérie. Et le gouvernement du Mali a négocié cet accord sous le manteau. Ça n'a pas été soumis à l'appréciation des populations du Mali. Et vous savez très bien pourquoi. Parce que si on soumettait cet accord, ça allait être rejeté. Le dernier mouvement de rejet du projet de révision de la Constitution était en grande partie basé sur le fait que cet accord, on a commencé à avoir dedans des choses qui n'avaient pas été comprises. Comme on l'a dit, cet accord est basé sur un diagnostic erroné qui fait du Mali une des populations. Si le gouvernement malien a accepté ces conditions, est-ce qu'on peut parler maintenant du fait que la communauté internationale a imposé cet accord? Mais bien sûr, le gouvernement est dos au mur. Vous avez vu dans l'histoire quand même de l'Afrique, dans des événements assez récents, un pays comme la Côte d'Ivoire, où on amenait les responsables à Marcoussis pour signer des accords, et quand le président revenait, le peuple disait autre chose. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est pour vous dire simplement que l'article 115 de la Constitution du Mali nous dit simplement que tout accord, en tout cas de ce genre, maintenant peut être soumis à l'appréciation de la population. Mais nous sommes passés outre l'appréciation de la population pour aller signer cet accord qui est décrié. Et les populations du Nord, Daniel, on ne parle jamais des populations du Nord dans le cadre de la résolution de cette crise. On se soucie énormément de la position des groupes armés, des susceptibilités quand même du gouvernement, mais les populations du Nord, majoritairement sédentaires, nous savons très bien que ce qui est en train d'être tramé, c'est l'imposition d'une minorité armée sur la majorité pacifique. Et cela, ça va créer plus de problèmes qu'il n'en existe à ce jour-là. C'est pourquoi je vous Touré, vous aurez la parole sous peu. Alors moi, mon cœur saigne un peu quand j'entends dire que c'est un accord qui a été imposé au Mali. Le Mali est un pays souverain. On a un gouvernement souverain qui a été élu, le président de la République, démocratiquement. Je ne vois pas comment on peut dire qu'on les a obligés à signer. Ils n'étaient pas obligés de signer l'accord. Mais si vous acceptez de signer un accord, il faut respecter l'accord que vous signez. Maintenant, le peuple peut ne pas être d'accord avec l'accord. Ça, c'est évident. On a vu dans l'histoire de l'humanité des gens qui se sont révoltés parce que le gouvernement a pris telle mesure ou telle mesure. Mais il faut qu'on arrête peut-être un peu de dire qu'on nous a obligés de signer cet accord. On n'était pas, le Malien, moi je connais un peu les pays de l'Afrique francophone, je voyage beaucoup, il n'y a pas de peuple aussi fier que le peuple malien. Quand on veut dire Mali, on dit Maliba, c'est-à-dire le grand Mali. Vous pensez vraiment que le Premier ministre qui est parti là-bas, qu'on l'a torturé la nuit pour qu'il signe cet accord? Non. Peut-être qu'ils ont obtenu un mauvais accord, mais le Mali savait très bien ce qu'il faisait en signant cet accord. Si vous me permettez de... Ça, c'est un coup de gueule, j'avais envie de le dire. On ne nous a pas torturés pour qu'on signe cet accord. Maintenant, si on signe un accord, il faut pouvoir respecter soit l'accord ou soit le dénoncer. Je suis totalement d'accord. Permettez-moi juste avant de passer à l'autre point. Je dis l'accord, je ne pense pas, moi personnellement, que l'accord a été imposé. Et je pense également que quand on analyse la situation, l'État du Mali a gagné plus que la partie adverse dans l'accord. Je ne dis pas que l'accord est parfait, il est certes imparfait, mais l'État du Mali, parce que quand on partait à Alger, le MNLA est parti carrément avec le projet de l'Azawad en tant qu'État qui se partitionne du Mali. Ou alors l'Azawad dans un État fédéral, donc qui va de Douanza, n'est-ce pas, jusqu'à Kidal. Le Mali est parti avec la régionalisation, qui était un projet basé sur la refonte de l'organisation et la gestion du pays, axé sur la libre administration. Quand on regarde l'accord propose carrément des mesures qui nous conduisent vers cette libre administration de nos terroirs et de nos territoires, au niveau de la région, au niveau des communes, au niveau des cercles, sur la base, n'est-ce pas, de cette volonté que l'État a exprimée. Parce que l'État a montré qu'on n'a pas un problème entre le Nord et le Sud, comme Akado l'a dit tout de suite, je suis totalement d'accord avec lui, mais qu'on a plutôt un problème de développement.
Et moi, je pense que le fond du problème qu'on a, c'est le même que le Niger a eu, que les autres pays du Sahel ont eu, c'est que les États post-coloniaux ont été incapables d'intégrer les dynamiques culturelles fondamentales des communautés nomades dans le développement. On a un développement axé sur les communautés sédentaires, agricoles pour la plupart, et on a écarté les communautés nomades dans leur culture et la logique même de leur activité économique. Et cela fait un déséquilibre important et on n'a pas été capable de ce fait de prendre en compte les problèmes internes inhérents aux organisations nomades, notamment la stratification, le féodalisme, qui continuent encore de peser de tout leur poids dans les rapports au niveau du Nord et qui altèrent l'action. Alors, M. Sébéti Agakado, de la façon dont évolue cette situation, à chaque fois on voit le mécanisme opérationnel de coordination qu'on a lancé et qui s'est stoppé, également les autorités intérimaires. Est-ce qu'il y a un programme réel de mise en œuvre de cet accord de paix? Je ne saurais vous dire qu'il y a un programme au vu du tâtonnement général, n'est-ce pas, qui s'effectue. On ne voit pas de programme, on voit tout simplement des annonces, mais dans la réalité, tout est compliqué parce que n'importe qui peut s'arrêter et contester, et bloquer, et refuser, et sortir parce que tout est fait sur des bases, je dirais, subjectives. Ce n'est pas quelque chose de construit, c'est du tâtonnement. Et pour revenir au sujet de l'imposition, quand on dit qu'on nous l'a imposé, moi j'ai dit nous les Maliens, je ne dis pas le gouvernement. C'est dans ce sens-là que moi je parle. Merci pour cette précision. Voilà. Et vous étiez en train de parler tout de suite de dialogue. On va écouter M. Anadif qui déclarait qu'il fallait prioriser le dialogue. Et tout de suite, on voit que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté un régime de sanctions. Écoutons M. Anadif par rapport à cette question. La trêve, si vous voulez, la trêve de 30 jours, c'est pour créer les conditions pour parvenir à une trêve définitive que nous n'avons pas appelée trêve, mais que nous souhaitons appeler un cessez-le-feu global et définitif. Derrière des signaux positifs, je crois qu'il n'y aura pas de violation. Écoutons maintenant M. Anadif qui déclarait qu'il fallait prioriser le dialogue et quelques jours après, on voit que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté un régime de sanctions. Si vous voyez la résolution 2364, c'est le Conseil de sécurité qui prend les sanctions. Si jusqu'à là on a freiné, ça ne veut pas dire que les sanctions ne peuvent pas tomber. Donc il faut faire attention. Tant qu'on a la possibilité de dialoguer, il faut dialoguer. Alors Serge Daniel, est-ce que vous pensez que là vous avez raison quand vous disiez tout de suite qu'on ne peut pas résoudre la question à travers la paix, à travers le dialogue, et quand on voit que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté un régime de sanctions? Ça peut permettre d'avancer. Bon, il y a des listes qui circulent où on voit des noms, des présumés trafiquants à gauche et à droite. Ce qui est intéressant dans les listes qui circulent, c'est que ce soit du côté de la plateforme ou de la CEMA, on voit des noms, donc il y a des fauteurs de troubles. Ça peut être utile, mais c'est arrivé un peu tard. C'est-à-dire que dès qu'on signe l'accord, il faut prendre cette résolution, puisque dans l'accord, il est écrit noir sur blanc que ceux qui ne vont pas respecter l'accord, ceux qui vont traîner l'accord vers le bas, seraient sanctionnés. Est-ce que vous voyez? Et donc, mais pourquoi on attend 2 ans pour prendre cette décision? Alors, vous savez... Le Anadif l'a dit, il voulait prioriser d'abord le dialogue. Est-ce que cela veut dire maintenant que le dialogue a échoué? Non, le dialogue n'a pas échoué. Je pense que le dialogue va réussir. On va peut-être parler tout à l'heure de l'avenir de l'accord de paix. Mais c'est une bonne chose qu'ils aient pris cette décision, mais il fallait peut-être la prendre plus tôt. Ça me semble important. En plus, vous avez des enquêtes qui n'ont jamais été ouvertes dans le nord du Mali. Vous avez par exemple les événements d'Aguelok. Aguelok, c'est une localité du nord du Mali où vous avez des militaires maliens qui ont été tués selon les rites djihadistes, qui ont été égorgés, permettez l'expression, parce qu'il n'y a pas d'autres expressions. Tant que l'impunité va régner, tant que nous aurons le trafic de drogue qui va prospérer, tant que nous allons avoir le trafic d'armement qui va prospérer, nous ne pourrons pas sortir de l'accord. Ce ne sont pas ces sanctions qui vont mettre les gens sur les pas, sur les rails, mais ça peut contribuer à débloquer la situation. Monsieur Diouara. Dans le même sens, je suis d'accord avec Serge quand il a dit, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, quand il disait que le dialogue seul ne suffit pas pour réunifier un pays, mais effectivement, il faut les muscles. Mais est-ce que ce régime de sanctions adopté par le Conseil de sécurité va pouvoir changer quelque chose? Le régime de sanctions est un bon son de cloche à mon avis. Il est peut-être arrivé tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, ce régime de sanctions qui a été annoncé peut dissuader.
il peut dissuader si il est accompagné par vraiment des mesures fortes. Et il ne s'agit pas simplement de déclarer, il faut être prêt. Les mesures, il s'agit de geler les avoirs ou d'empêcher les responsables de voyager. Est-ce que ces mesures suffisent? Non, je n'ai pas dit que ça suffit, mais j'ai dit que c'est dissuasif. Ça peut réduire. Parce qu'une fois que la commission est mise en place et que la commission désigne les personnes qui doivent écoper de ces sanctions-là, qui doivent subir ces sanctions-là, à partir de ce moment, la mobilité de ces personnes peut être réduite et également leur source de revenus peut faire l'objet, n'est-ce pas, d'investigations. Ça peut même faire sortir d'autres aspects plus importants après. Mais ce qui est important à retenir là-dedans, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, après la signature de l'accord, le comité technique de sécurité devait veiller au respect du cessez-le-feu, qui est continuellement remis en cause par les groupes ethnique, je dis bien, c'est pas les groupes, c'est pas le conflit primaire entre l'État et les rebelles qui est en train d'instabiliser la zone. C'est les conflits entre les groupes ethniques Touareg, Imrad, Iforas, qui se retrouvent prendre en otage la plateforme et la SEMA et qui prennent du coup en otage l'ensemble du processus. Pourquoi? Parce que simplement, comme je le disais dans mon propos antérieur tout à l'heure, on n'a pas été capable de s'attaquer sérieusement aux problèmes internes de la communauté Touareg, qui s'est militarisée. Qui s'est organisé de façon communautaire, ethnique et en fonction des fractions et tribus pour pouvoir faire une guerre interne de leadership et d'occupation du territoire. Que l'État malien soit à ignorer, soit l'a utilisé à ses fins d'une certaine manière et remet en cause aujourd'hui. En tant que société civile, que pensez-vous de ce régime de sanctions prévu par le Conseil de sécurité de l'ONU? Écoutez, moi je ne suis pas naturellement optimiste par rapport à tout ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, des Nations Unies. Parce que l'histoire nous a enseigné quand même des échecs et des échecs répétés, n'est-ce pas? Et cela m'amène à constater qu'au Mali, on assiste à une sorte de gros machin où chacun, n'est-ce pas, tire un certain bénéfice. Aucun fonctionnaire des Nations Unies ne souhaiterait que la crise du Mali se termine en 2 ans, en 5 ans, aucun. Sur quoi vous vous basez pour dire cela? Je le dis parce que je vois la Palestine, je vois la Côte d'Ivoire, je vois la Centrafrique, je vois d'autres pays où l'ONU est intervenue et les crises se sont perpétuées. Maître Touré, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Akado que les interventions de l'ONU n'ont connu que 2 échecs? Je sais que vous aurez... Monsieur Touré pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, allô? Oui. Touré. Allô? Oui. Il y a M. Akado qui pense tout de suite que les interventions de l'ONU pour la résolution des différentes crises n'ont été que des échecs. Est-ce que vous partagez son avis? Bon, il y a toute une école de pensée qui soutient cette thèse. Mais moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste des Nations Unies au point de remonter dans l'histoire et faire le point de tous les échecs que cette organisation a subis dans le cadre des règlements des conflits. Ce qui est certain simplement, c'est que lorsqu'il y a des situations de ce genre, il est bon que la communauté internationale s'implique. Mais je voulais simplement rebondir un peu sur ce que... Gérer le cas du Mali. Voilà, je voulais simplement rebondir sur un aspect que notre ami Diouara a développé et lui donner des éléments complémentaires par rapport à son analyse lorsqu'il fait l'apologie de cet accord. S'il vous plaît, parce qu'il nous reste 8 minutes. Oui, parce que j'ai parlé moins que tout le reste. Je pense. Non, pas du tout. Il y a le chronomètre ici. Vous avez eu également le temps de parole. Allez-y. Ça lui apprendra dans le panier dans les studios. Je voulais simplement dire à M. Diouara qui pense que le Mali a plus gagné dans cet accord que la partie adverse. Moi, je pense que c'est un point de vue que je ne partage pas, dans la mesure où un accord est un instrument de prévision de l'avenir. Dans aucune technique classique de décentralisation ou de déconcentration, on ne voit l'introduction de la dimension ethnique. Lorsqu'on se dit que le Mali sera ce pays où les ressortissants du Nord auront des postes au Sud, des préférences par rapport aux gens du Sud, où les ressortissants du Nord seront prioritaires au Nord entre eux là-bas, c'est une forme d'enfermement même des collectivités territoriales dans leur propre incompétence, chose qui a conduit d'ailleurs à l'échec de la politique de décentralisation qu'on a envisagée il y a quelques années. Donc moi je pense qu'il faudrait prendre cette question de la libre administration qui est déjà une réalité au Mali avec beaucoup de pincettes et ne pas croire que cet accord amène la libre administration. Ce que cet accord amène, c'est l'introduction simplement de la dimension ethnique dans la gouvernance et il se plaint même de manière contradictoire du développement des groupes ethniques.
En même temps, il fait l'apologie aussi d'une politique de gouvernance qui sera basée sur la préférence ethnique ou l'appartenance régionale. Moi, je pense que le gros problème de cet accord, c'est à ce niveau. Et tant que cette question n'a pas été purgée, on va organiser et créer un problème plus grave que celui-là parce qu'on se retrouvera... Monsieur Touré, nous allons rester avec vous. Vous aurez juste 30 secondes pour répondre à cette question. La réunion de Bamako est intervenue quelques jours après la prorogation de la trêve entre la CMA et la plateforme. Et il y a le président du comité de suivi de l'accord qui a espéré qu'un accord définitif de cessation des hostilités puisse avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir qu'est-ce qui empêche ces groupes armés de déposer définitivement les armes? Mais ce qui empêche les groupes armés de déposer les armes, c'est simplement la propension hégémonique à occuper des territoires, également les questions de trafic, également la maîtrise de chaque localité et le positionnement des uns et des autres, parce qu'on est en train de partager le nord entre les groupes armés sur la base simplement de l'appartenance ethnique. Donc tant qu'on est dans cette logique, si cessez-le-feu est temporaire, on aura d'autres cessez-le-feu. Comme l'a dit notre ami de la société civile, ce sont des personnes qui n'ont pas de parole et tout ce qui les intéresse, c'est l'entretien et le maintien de ce désordre dans lequel ils peuvent et ils doivent survivre. Tant qu'on n'a pas compris cela et qu'on n'a pas mis fin à cela, on n'avancera à rien. Nous ne sommes pas en face d'interlocuteurs crédibles. Monsieur Diawara, peut-on s'attendre à une cessation des hostilités définitives comme l'a promis les groupes armés? Je ne crois pas qu'il y en aura une cessation des hostilités de façon définitive avec leur déclaration. Je pense que pour qu'on ait cette cessation des hostilités, il faudrait qu'il y ait une force contraignante en face. On a signé un accord, on a décidé de rester dans un État unitaire, d'embrasser un processus, n'est-ce pas, pour aller vers la paix. Il faudrait que force reste, n'est-ce pas, à la loi, parce que l'accord, c'est un document consensuel qui fait office de loi pour ceux qui l'ont signé. Donc, normalement, on doit déposer les armes et réunir les conditions pour que les différents groupes déposent les armes, soient cantonnés. Et la priorité doit être d'accélérer le processus de cantonnement. Et tant qu'on n'aura pas désarmé les gens, tant qu'on n'a pas fait le processus de cantonnement, tout ce qu'on fera là, ça sera continuellement remis en cause parce que simplement, il y a des intérêts majeurs qui sont en jeu au nord. C'est des milliards qui sont en jeu. Tous les groupes, que ce soit la plateforme ou la CEMA, puissent dans le narcotrafic. Et à partir du narcotrafic et flirtant avec les groupes djihadistes, continuent d'alimenter la guerre qu'ils se font entre eux et remettre en cause l'ensemble du processus. Il faut que la communauté internationale... Diawara, Serge Daniel, est-ce qu'on peut s'attendre à une cessation des hostilités définitives? Il y a trois choses que je voulais dire avant de terminer. La première chose, c'est que les casques bleus, moi je vais sur le terrain, ils ne sont pas venus seulement pour le pognon. Vous voyez des femmes, des hommes qui sont en train de travailler, qui permettent aujourd'hui de relier le nord au sud, les transports, le travail qu'ils trouvent aux gens. Je pense que c'est important. La mission de l'ONU au Mali est une mission nécessaire. Maintenant, il faut la réadapter, ça c'est évident. Là, je suis d'accord. La deuxième chose, pourquoi ils sont là ? Ils sont là parce que notre armée, selon l'expression consacrée, est une armée qui est en train d'être reconstruite. Au Tchad, il y avait une mission de l'ONU. Déby m'a expliqué, il m'a dit, moi je me suis levé un jour, j'ai dit de partir. Ils sont partis parce que le gouvernement a pu prendre sa sécurité en charge. Je vais terminer par une note d'espoir. Demain, d'après mes informations, le président de la République va se rendre à New York, jeudi. Il va partir avec Al-Gabas, à Guintala, qui est quand même l'un des chefs de la CEMA. Pour moi, c'est un message d'espoir. Pour dire que, bon, ils vont partir, ils vont discuter avec les Nations Unies, avec les bailleurs de fonds, pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je reste optimiste sur le nord du Mali. Je reste optimiste parce qu'on va trouver la réponse. On va trouver la réponse. Mais quand je ne le sais pas. En revanche, il faut maintenant, pour trouver la réponse, qu'on puisse s'asseoir et discuter vraiment franchement. Vous avez parlé de trafic de drogue, ça c'est évident. Tout le monde sait qui est trafiquant dans le nord du Mali. Tout le monde sait qui fait quoi dans le nord du Mali. Mais il faut prendre des sanctions, mais des sanctions justes qu'il faut prendre les uns contre les autres. D'accord. Monsieur Akado, est-ce qu'il y a les conclusions de la réunion de Bamako qui constituent de bonnes perspectives pour les acteurs du processus de paix? Est-ce que c'est le cas pour vous? La meilleure perspective, n'est-ce pas, pour la paix dans ce pays-là, c'est encore une fois de revenir aux Maliens. Aux Maliens dans toutes leurs composantes. Il faut redéfinir, n'est-ce pas? Il faut rebouler les cartes d'une certaine façon. Il ne s'agit pas de rejeter totalement l'accord, mais il faut être objectif et dire qu'il faut impliquer tous les Maliens dans cette histoire-là pour que nous sortions, n'est-ce pas, de l'ornière. C'est aussi simple que ça. Et c'est cela qu'on nous refuse. C'est cela que la communauté internationale nous refuse. C'est cela que le gouvernement refuse. Monsieur Touré, il y a la MINUSMA qui demande d'aller vite. Est-ce que vous pensez qu'avec cette situation, on pourra aller vite?
Bon, moi personnellement, comme je vous l'ai dit depuis le début, moi je suis vraiment assez sceptique par rapport à l'aboutissement de cet accord en l'état. Depuis Alger, on avait dit au Mali, si c'était un accord pour la paix, c'est pas un accord de paix. Un document qui me semble provisoire, on ne peut pas le mettre en œuvre tant qu'on ne prend pas les mesures de correction des points de blocage dans cet accord. Particulièrement en ce qui concerne les populations. Merci M. Touré, juste 10 secondes, est-ce qu'on pourra aller vite? Moi je pense qu'à ce rythme-là, on n'ira pas vite parce que le comité de suivi n'est même pas financé et puis les groupes armés ne sont sous la domination de quelque autorité que ce soit. Merci beaucoup et c'est ce qui met fin à cette émission. Nos invités, Serge Daniel, journaliste et écrivain, BIT Akado du Forum des organisations de la société civile, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat, Mamadou Diouara, sociologue, pour parler du processus de paix. Ce débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo, à la mise en onde Gagné Kanté, régie vidéo assurée par Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré, à demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri.